il est apparu qu'il y avait pas mal d'intérêt pour l'Ukraine, mais que la méconnaissance de la culture ukrainienne, de la scène culturelle ukrainienne, de l'histoire ukrainienne était pratiquement abyssale. Vous demandiez en français moyen qu'est-ce qu'il sait sur l'Ukraine, c'est à peine si c'était Tchernobyl, Maïdan, peut-être à l'époque encore, qu'est-ce que c'était, Coupe du Monde là-bas, ou Coupe de l'Europe, quelque chose. Hein? Voilà. Et donc, à l'époque, on a fait donc un numéro spécial consacré presque exclusivement à la culture ukrainienne du XXe siècle. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter, j'espère que oui. Je ne sais pas, il y a ici Maria de France qui est rédactrice en chef. C'est possible. Donc, voilà, vous pouvez aller sur le site d'Amazon pour acheter ce numéro si le cœur vous en dit. Et la règle du jeu a récidivé avec le commencement de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est le numéro 76. Et donc, ce numéro, il s'appelle « Ukraine, le tribunal de l'histoire ». Et c'est consacré pratiquement exclusivement à l'actualité ukrainienne, à cette guerre et au sujet autour de cette guerre. Donc, le numéro 77, le suivant après celui-là, parce que ça date de la même année, 2022, c'est le numéro que je ne peux pas encore vous montrer, mais que vous retrouverez à la sortie de cette salle et que vous pouvez acheter et même faire dédicacer par l'un des auteurs présents ici, l'une, auteur présent ici, ou traductrice. Voilà. Donc, ce numéro 77, on l'a conçu pratiquement avec Maria France, ici présente, donc rédactrice en chef de la règle du jeu, pratiquement au moment de la sortie de ce numéro. Donc, les délais ont été extrêmement serrés et on a décidé de faire autre chose, c'est-à-dire pas répéter un peu les thèmes qui étaient déjà dans les deux numéros précédents, mais de faire pratiquement, je ne dis pas que c'est une encyclopédie d'Ukraine, de l'histoire et de la culture d'Ukraine, mais faire le focus, la lumière sur l'Ukraine. Et donc, on a pris des épisodes importants de l'histoire ukrainienne et on a fait écrire par des auteurs dont la plupart sont des Ukrainiens, donc une grande partie du numéro est traduite d'ukrainien. On a une bonne vingtaine d'auteurs, peut-être même plus, pour, encore une fois, faire la lumière sur des personnalités très marquantes de l'histoire ukrainienne et d'aujourd'hui. Donc, c'est un numéro qui en germe, parce que, bien sûr, un livre même de 500 pages, comme donc ce dernier numéro, c'est que le début. On essaiera de continuer, j'espère, avec la règle du jeu, toujours, pour, en fait, créer plus de connaissances et par conséquent plus d'empathie pour l'Ukraine. Parce qu'il est difficile d'éprouver de l'empathie pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Et pour les Français, c'est malheureusement très souvent le cas. Je suis quand même sidérée que pour un grand pays qui se trouve au centre de l'Europe, on a commencé à connaître la géographie de l'Ukraine à l'aune des combats. Quand on montrait à la télévision et les gens commençaient à comprendre où se trouve le Donbass, où se trouve Kherson, où se trouve Odessa, où se trouve même Kiev. Voilà.
Donc, c'est dommage que cette découverte de l'Ukraine se passe sur le fond d'événements pour lesquels je n'ai même pas de mots comment les qualifier. C'est des crimes inqualifiables. Mais l'heure est venue pour l'Ukraine maintenant de prendre sa place d'un grand pays avec une grande culture. Donc, l'un des objectifs, en quelque sorte, était aussi, si l'on peut dire, réfuter des thèses de Poutine, parce que, comme vous savez, il a écrit un long article, il se veut historien maintenant depuis quelque temps. Staline était linguiste, celui-là est historien, à la noix, et donc il prétend, et il y a des échos en France pour tout ça, hein. Il prétend que l'Ukraine n'a jamais été un pays indépendant, que l'Ukraine a été créée artificiellement par les bolcheviks, que la langue ukrainienne est une variation du russe et que le peuple ukrainien fait partie du peuple russe avec quelques petites spécificités folkloriques. Donc, tout cela est à continuer à combattre parce que ce sont des thèses qui, malheureusement, sont enracinées, on peut dire, dans une partie de la population française qui ne sait rien, mais qui vous dira presque allègrement, moi j'ai entendu ça tant de fois, peut-être moins quand même avec cette guerre, ah mais l'Ukraine c'est la Russie. Voilà. Donc ce n'est pas la Russie. Et je pense que s'il y a un enseignement à tirer aussi de cette guerre, c'est que les Russes sont tombés dans le piège de leur propre méconnaissance de l'Ukraine. Parce que, vous savez, les Ukrainiens, ils connaissent très très bien les Russes. Ils connaissent la langue russe. Ils ont vécu, pour des gens qui sont un peu âgés, dans le même état. Ils connaissent leur mentalité. Et pour eux, c'est un ennemi connu maintenant. Mais les Russes ne connaissent pas les Ukrainiens. Ils ne les connaissent pas parce qu'ils les ont méprisés et parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'il s'agissait d'un autre peuple, d'une autre nation, d'une autre culture, d'une autre langue. Et moi, je vous dis même de ma propre expérience, moi, je suis allée très souvent en Ukraine depuis 30 ans. Et donc, maintenant, sans que je ne l'ai jamais étudié, je comprends très bien l'ukrainien. Je ne peux pas le parler, mais je le comprends. Mais je vous assure que si un Russe qui n'a pas passé du temps en Ukraine, qui vient, disons aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui bien sûr, mais dans le passé encore récent, à Kiev, il ne va pas comprendre ce que les gens racontent. Parce que, vous savez, c'est ça la différence entre les dialectes et les langues. Les dialectes se comprennent mutuellement, plus ou moins, mais les langues ne se comprennent pas, et les langues différentes, je veux dire. Et donc les Russes ne comprennent pas l'ukrainien, ils n'ont pas lu la littérature ukrainienne, ils ne savent strictement rien sur l'Ukraine, et c'était extrêmement présomptueux et fondé sur ce mépris, l'idée qu'ils pourraient conquérir et que l'Ukraine, qui fait partie du même pays et du même peuple, selon eux, les accueillerait avec des fleurs. Donc ça, c'est vraiment, en quelque sorte, déjà le début de la punition qui est liée à leur version totalement fausse de l'histoire. Avant de finir cette présentation et de passer la parole aux invités, je voulais aussi vous signaler qu'en 2021, ensemble avec Irina Dimitrichine,
donc elle et moi comme co-directrice. Nous avons publié un livre qui malheureusement n'a pas reçu une grande diffusion, qui s'appelle Tchernobyl, vivre, penser, figurer. L'un de nos invités, Lubomir Roseiko, a écrit un texte pour ce recueil. Et donc j'ai encore quelques exemplaires, s'il y a parmi vous les gens qui sont intéressés, je pourrais encore vendre ces quelques exemplaires. Il y a là notamment, et ça fait le lien avec le livre dont on va parler maintenant, il y a un grand témoignage de Lina Kostenko, qui est vraiment la légende vivante, c'est la plus grande poète vivante de l'Ukraine et une personnalité qui a été dissidente dans les années 60 et qui a toujours gardé une ligne très droite, très claire, très honnête, très nationale aussi. Donc par rapport à tout ce que l'Ukraine a traversé, et aujourd'hui cette femme de 92 ans, nous avons publié dans le recueil que vous allez pouvoir bientôt consulter, peut-être acheter, nous avons publié le texte de Nicole Dzioub, jeune chercheuse, je ne sais pas s'il faut vous appeler franco-ukrainienne. Oui, donc un article consacré à Lina Kostenko, et Nicole a aussi traduit le seul roman, donc, parce qu'elle a toujours écrit des poèmes, mais elle a aussi publié un roman qui est paru en français, Les notes, le journal d'un fou, c'est ça? Voilà, un journal, ça m'achète, je vois. Donc, passons maintenant au cœur de la rencontre. Je voulais juste, on ne va pas raconter le contenu des chapitres donc de cette règle du jeu numéro 77. Donc, ce que j'aimerais pendant cette rencontre, c'est de donner la parole aux auteurs qui sont autour de moi. D'ailleurs, vous avez vu, on a annoncé aussi la présence d'Irina Dmitrichine, qui a beaucoup fait pour ce numéro. D'ailleurs, peut-être il faut aussi que je remercie, même si ces gens ne sont qu'en partie présents, parce que quand nous avons décidé de faire ce numéro consacré à l'histoire et la culture ukrainienne, donc avec Maria Franz, les délais étaient extrêmement serrés. En fait, il a fallu faire en 2 mois, même moins de 2 mois, aussi bien écrire les articles que de les traduire. Et ça a demandé une sacrée organisation. Donc, moi, je remercie d'abord Maria Franz, ici présente. Je remercie également Nathan Dever, qui fait partie aussi de l'équipe de la règle du jeu, parce qu'ils ont tout relu, tout corrigé, etc. etc. Et j'avoue que sans leur aide, si je devais apporter un truc clé en main, comme pour l'Harmattan, on n'aurait jamais réussi à le faire dans les délais impartis. Et je dois mentionner encore quelques personnes qui sont... donc Irina m'a beaucoup aidée. Et il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidée par leurs conseils, par leurs contacts, etc. C'est Oksana Pachlovska qui a elle-même écrit des textes pour ce numéro. Oksana est la fille de Lina Kostenko, qui, depuis le début de la guerre, vit avec sa mère. Lina Kostenko a 92 ans. Elles vivent toutes les deux à Kiev, dans un immeuble au 5e étage, et Lina a refusé de quitter l'appartement en disant peu importe, advienne ce que pourra, moi je ne bouge pas d'ici. Et donc voilà, cette femme
quand même, héroïquement, m'a beaucoup aidée par ses conseils. Elle a écrit des textes pour ce recueil. Et elle-même, Oksana Pachlovska, elle est professeure à l'université de Rome, Sapienza, qui maintenant, depuis pratiquement un an, donne des cours par correspondance parce qu'elle ne peut pas laisser sa mère toute seule de temps à autre sous les bombes. Et il y a encore une femme que je voudrais remercier, même si elle n'est pas là. C'est une jeune journaliste et une femme qui organise pas mal d'événements, qui s'appelle Daria Badior, qui, elle aussi, elle m'a aidée à trouver des auteurs. Et donc, tous ensemble, je pense qu'on a fait, je dirais, un bon boulot. Donc, pour revenir maintenant à notre présentation, je pensais que ce n'est pas très intéressant que les gens racontent ce qu'ils ont déjà écrit, mais tout simplement qu'ils parlent d'eux-mêmes, de leur travail, de ce qu'ils font actuellement et ce que signifie pour eux la culture et l'histoire ukrainienne. Donc je vais commencer par Yaroslav Libedinsky, qui est professeur à l'INALCO et qui a écrit plusieurs textes. Je pense qu'au moins la moitié de la première partie de la règle du jeu qui est consacrée à l'histoire, c'est Yaroslav qui l'a écrite. Et donc voilà, je lui donne la parole. Bon. Parlez un peu fort. J'inaugure cette séance. Donc, je suis en effet historien. Je suis plutôt spécialiste de périodes anciennes de l'histoire de l'Ukraine et des pays environnants. Spécialiste, pour être plus précis, des anciennes cultures guerrières, des populations nomades, les Scythes, les Sarmates, etc., celles de l'Antiquité. Par le fâcheux défaut d'historien de l'Ukraine en France, j'ai été conduit progressivement à traiter d'autres périodes. J'ai notamment beaucoup travaillé sur la période cosaque de l'histoire ukrainienne, donc les 16e, 18e siècles, qui sont à l'honneur dans ce recueil, et sur la période de la première indépendance de 1917-1921, dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'il est bien sûr très intéressant de la revisiter aujourd'hui. Et j'enseigne, comme l'a dit Madame Ackermann, l'histoire de l'Ukraine à l'INALCO, à Langso. Vous avez évoqué tout à l'heure l'extrême méconnaissance de l'Ukraine en France. C'est quelque chose que j'ai vécu et dont j'ai vécu les évolutions. Je suis originaire d'une famille franco-ukrainienne dont la partie ukrainienne était totalement russifiée, ne parlait que russe et se pensait comme russe. Et mon intérêt croissant pour l'Ukraine, motivé par tout l'enthousiasme de l'adolescence, a semé la consternation parmi les miens. Et ça a été ma première expérience, en quelque sorte, de propagande de la cause ukrainienne auprès d'un milieu non réceptif. Donc c'était très formateur, ça me donne aujourd'hui un certain recul par rapport à certaines choses et une bonne connaissance des processus de pensée de nos voisins. Ensuite, j'ai découvert cette méconnaissance dans le milieu français, plus généralement, quand j'ai commencé à parler d'Ukraine, à écrire sur l'Ukraine. Et c'est un phénomène dont il faut bien comprendre qu'il est contingent, qu'il est récent. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, les Français étaient fort bien informés de l'existence de l'Ukraine et des affaires ukrainiennes. On doit à Guillaume Levasseur de Beauplan, au milieu du XVIIe siècle, une célèbre description d'Ukranie, une première carte complète de l'Ukraine et une première description de l'Ukraine, qui a connu un immense succès en France et dans tout l'Occident. Et pour ne citer qu'une phrase parmi tant d'autres qui illustre cette connaissance, le roi Louis XV lui-même, en 1761, écrit de Marly que permettre aux Russes de s'emparer de l'Ukraine serait commettre une injustice historique. Autant dire que l'opinion française éclairée de l'époque savait bien à quoi s'en tenir. Ensuite, au XIXe siècle, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas, mais qu'on imagine aisément, et qui ont culminé avec l'alliance franco-russe et la russomanie de l'opinion française, les Français ont progressivement adopté le discours russe sur l'Ukraine.
discours russe dont en France nous sommes en train de revenir progressivement. Et avec l'expérience de toutes ces années, je vois, comme vous l'avez dit également, la situation changer. Alors une grande partie de l'intérêt actuel pour l'Ukraine est bien entendu de nature émotionnelle, plus que scientifique ou historique. Malgré tout, les Français aujourd'hui, dans toutes les catégories de la population, sont beaucoup mieux informés de l'existence de l'Ukraine et de sa nature de nation distincte qu'ils ne l'étaient il y a encore 8 ans, au moment de la première vague d'agression russe, de l'annexion de la Crimée, etc. À ce moment-là, on avait un discours encore très nuancé dans l'opinion française, dans la presse. Aujourd'hui, les choses ont davantage basculé du côté ukrainien. Alors là encore, pour des raisons émotionnelles qui sont tout à fait légitimes, mais aussi parce que toute une partie de la propagande historique russe aujourd'hui n'a plus de prise sur les opinions occidentales. On se demande d'ailleurs à qui cette propagande est destinée, puisque même à usage interne, elle est extrêmement primitive. Le thème des prétendus nazis ukrainiens, le thème de cette Ruthénie kievienne du Moyen-Âge qui aurait été la première Russie et qui donc justifierait que la Russie s'empare de tout ce qui lui a appartenu un jour. L'idée, comme l'a rappelé Galia Ackerman, que la langue ukrainienne est un dialecte du russe, ce que même l'Académie des sciences impériales de Russie avait cessé de prétendre en 1906, et l'idée que les Ukrainiens sont une variante de russe. Ce qui conduit d'ailleurs à dire d'une manière très paradoxale que Poutine aujourd'hui tuerait des Russes, en quelque sorte, il tuerait ses propres compatriotes, ses propres frères. Donc j'ai vécu cette évolution et je m'en réjouis fort et j'ose espérer que mon travail y a modestement contribué auprès de mes lecteurs et de mes étudiants. Je ne travaille pas du tout actuellement sur le thème de la guerre en cours. J'estime que pour un historien, il est beaucoup trop tôt pour le faire. On va attendre que la poussière soit retombée et ensuite on pourra certainement en tirer des enseignements de toute nature. Et dans un domaine un peu parallèle au mien, je fais cette prophétie que c'est un conflit qu'on étudiera pendant 2 ou 3 générations dans les écoles de guerre en Occident, parce que c'est un modèle extraordinaire de déroulement totalement imprévu et de surprises répétées. Je ne vous parlerai pas donc du contenu de ce que j'ai écrit. Il y a 3 chapitres de ce recueil qu'on m'a demandé de faire, celui sur la période cosaque, donc des 16e, 18e siècles, celui sur le 19e siècle et celui sur la période révolutionnaire. Donc sans aborder leur contenu, je voudrais juste dire que ce sont 3 moments qui ont une importance tout à fait décisive, même pour la compréhension actuelle de ce qui est en train de se passer. La période cosaque, qui couvre donc des moments où les territoires de la future Ukraine ont appartenu à la Lituanie, à la Pologne, à la Moscovie, à l'Empire russe, a été une période formatrice pour la personnalité nationale ukrainienne. Il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que ce soit la période où le nom d'Ukraine se soit progressivement répandu sur l'ensemble du territoire qui était à l'époque peuplé d'Ukrainiens. C'est la première grande vague de diffusion de ce nom d'Ukraine, diffusion qui s'est achevée ensuite plus tard au XIXe et au début du XXe siècle. Et surtout, cette période cosaque, en tout cas dans la conception que j'en ai, ne se limite pas du tout à une histoire militaire, si glorieuse qu'elle soit, avec les grands affrontements contre les Ottomans, les Tatars, mais aussi contre les Polonais et contre les Moscovites. Cette période a vu naître la tradition politique ukrainienne. La tradition politique propre aux Ukrainiens et un certain nombre de réflexes sociaux ukrainiens, qui ont ensuite ressurgi dès qu'ils l'ont pu au moment de la révolution de 1917 et qui sont encore très vivants aujourd'hui. Autant je suis assez sceptique sur les néo-cosaques d'Ukraine et plus encore de Russie avec leur côté reconstitution historique et parfois leur ridicule, autant je suis persuadé que toute une partie de la mentalité ukrainienne est due à cette période cosaque. On l'a vu pendant les révolutions de 2004 et de 2014, on le voit pendant la guerre actuelle, avec ces réflexes ukrainiens d'auto-organisation, d'initiative personnelle et collective, d'autodiscipline, toutes sortes de traits qui sont totalement étrangers
en moyenne bien sûr, hein, au comportement par exemple des Russes ou même au comportement des Biélorussiens. Le XIXe siècle est une période également essentielle dans la mesure où l'Ukraine n'existe pas en tant que telle, elle a complètement disparu des cartes après la suppression des structures autonomes cosaques par le pouvoir russe à la fin du XVIIIe siècle, et c'est pourtant pendant ce XIXe siècle que se forge la conscience nationale ukrainienne moderne, la conscience d'une véritable nation, d'un groupe ethnique, mais d'un groupe ethnique conscient de lui-même et réclamant des droits. Ça s'est fait, bien entendu, grâce aux intellectuels d'abord, et ensuite à des acteurs politiques, mais qui travaillaient dans les conditions extrêmement difficiles que l'on imagine. Et ça s'est fait dans une ambiance assez différente dans la grande partie russe de l'Ukraine et dans la plus petite partie russe de l'Autriche, puis de l'Autriche-Hongrie. Je ne rentre pas davantage dans le vif du sujet. Enfin, la période de la première indépendance, ou disons de la tentative de première indépendance entre 1917 et 1921, peut aujourd'hui bien sûr être relue à la lumière de ce que nous voyons. Et en nous interrogeant sur ce qui, à l'époque et maintenant, de façon comparative, fait la force et la faiblesse de l'Ukraine. Puisque cette première tentative d'indépendance a été extrêmement chaotique. Les Ukrainiens, l'Ukraine indépendante a connu 3 régimes politiques en 4 ans, sans compter l'Ukraine postiche construite par les bolcheviks pour faire pièce au mouvement national. Cette période a été une longue suite de guerres intérieures et de guerres contre toutes sortes d'ennemis extérieurs, russes de toutes les couleurs, polonais, lutte contre l'anarchie interne, etc. Et elle a finalement débouché sur un échec, mais un échec qui n'a pas été total, puisqu'une partie au moins de l'Ukraine, l'Ukraine soviétique, l'Ukraine devenue soviétique en 1921, a conservé son statut d'État, et l'a conservé jusqu'à la seconde indépendance, qui en a été très, très facilité, dans la mesure où il existait déjà des frontières et un certain nombre d'institutions. Et cette première indépendance, je crois qu'il faut la relire donc à la lumière de ce que nous voyons, et en rétablissant un certain nombre de faits et de vérités qui ne sont pas toujours perçu notamment par le public français. Bon, ce public connaît mal la période, mais il en connaît quelques épisodes qui ont été mis en lumière par des écoles de pensée, par des mouvements politiques, par des historiens particulièrement diffusés. Donc on connaît les grands massacres de Juifs de 1919 en Ukraine, on connaît le personnage de Marnaud, dont les anarchistes français ont construit une sorte de culte rétrospectif. On connaît beaucoup moins les tentatives de construction d'un véritable État ukrainien menées pendant cette période par de véritables hommes d'État et les fondements idéologiques de ces États. On connaît moins aussi les efforts parfois désespérés faits par les patriotes ukrainiens pour associer à leur volonté d'indépendance les minorités nationales ukrainiennes, les minorités russes, polonaises, juives et autres. Donc il est important aujourd'hui de revenir là-dessus et d'essayer de voir ce qu'a été réellement cette période. Voilà. Pour finir, je préciserai simplement que mon dernier ouvrage ne porte absolument pas là-dessus. Il porte sur les Goths de Crimée, cette minorité germanique qui semble avoir vécu en Crimée de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne et dont les toutes dernières traces se rencontrent au XVIIIe siècle. Donc, je retourne en quelque sorte à mes préoccupations plus anciennes. Merci beaucoup, Yaroslav. Comme on a dit, on va aller comme ça, de ma gauche à ma droite. Et donc, je vais donner la parole. Après, vous pourrez poser les questions. Il y aura un peu de temps parce que c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à préciser dans ce que déjà Yaroslav a raconté. Donc, Nicole Zoub, qui est enseignante à l'Université de la Haute-Alsace, va nous parler, je pense, de Lina Kostenko et aussi de ce qu'elle fait actuellement.
Merci beaucoup, Galina. Parlez fort. D'accord. Merci beaucoup à tous les intéressés par l'Ukraine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou il faut... Non, pas trop bien. Je vais faire un effort. Voilà, je me permets de me présenter rapidement sans trop envahir la parole et votre attention. Je suis née à Kiev. Ah, d'accord, ok. Je suis née moi-même à Kiev, mais j'ai fait mes études en Suisse et en France. J'ai été gentiment accueillie en France, où j'ai fait mon master et mes études doctorales. Mais malgré tout, je reste toujours avec mon âme et mon cœur en Ukraine, sans être trop nostalgique, etc. Donc, je vais essayer de parler un peu de mes recherches et de Lina Kostenko, telle que je la connaisse. C'est vrai que j'ai pas fait ma thèse sur la littérature ukrainienne, mais ça fait partie de mon parcours. Et pour moi, la littérature ukrainienne, c'est une des voix de l'Ukraine qui est si importante, pas seulement belle pour moi parce que je suis ukrainienne, mais aussi parce que je travaille sur les littératures européennes. Et je me dis que c'est quelque chose qu'on connaît si peu, et c'est dommage, pas seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Français, pour les Anglais, pour les Allemands, qui sont encore, qui aiment bien l'exotisme, mais qui restent malgré tout très centrés sur l'Occident. Et pour moi, c'est très dommage qu'on ne parle pas suffisamment de la littérature ukrainienne, mais aussi de littérature biélorusse, pourquoi pas, ou moldave, ou caucasienne, etc. Parce que c'est là que se pose le vrai problème, parce que le problème est culturel et littéraire. On parle de cette Ukraine qui a cessé d'exister, qu'on a essayé de périphériser, de minimiser, de faire en sorte qu'elle n'a pas de culture, qu'elle n'a pas de voix, d'expression littéraire, que c'est juste une tradition folklorique, orale. Bah, justement, c'est toute l'entreprise impérialiste de la Russie. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle beaucoup des côtés négatifs de l'Empire français, de l'Empire britannique et autres, mais l'Empire russe figure très peu dans ces études. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'Empire russe n'était pas si méchant que ça, que finalement, il n'est pas allé très loin. Il n'est pas allé en Afrique, en Asie, donc on ne peut pas vraiment dire que cette entreprise coloniale très très sévère, on va toujours trouver l'argument en disant que les Russes, finalement, on va parler de cette proximité, de cette invasion de proximité, donc que la Russie a toujours voulu reprendre ce qui lui appartenait. Mais attention, ce discours, il est aussi propre à la France au XIXe siècle. Je pense que on ne peut pas le nier. Voilà, ça fait partie aussi de la culture de la France. Et quelque part, j'ai l'impression que, enfin, il y a cette projection aussi sur la Russie. Pourquoi on est tant fasciné par la Russie ? Pourquoi parfois les Français aiment tant la Russie ? Parce que il y a cette majesté impériale que les Français parfois ont eux, cette noblesse rêvée qu'on ne peut pas totalement effacer du passé justement français. Et au XIXe siècle, justement, avec par exemple l'œuvre de Taras Shevchenko, le grand poète romantique ukrainien, je pense que les Russes, les écrivains, les philologues lisaient pas mal la littérature ukrainienne. Ils étaient même fascinés par le côté émotionnel, bien sûr un peu folklorique, cette façon d'être très très attaché au pays natal, à la famille, à la nation, à cet environnement, disons, un peu rustique. De là, il y a vraiment une image quelque pittoresque qui se crée, mais de nouveau une façon de montrer que l'Ukraine c'est quelque chose de périphérique, que ça sera jamais comme Saint-Pétersbourg la capitale de la culture. Donc la culture ukrainienne dans l'Empire russe, on a décidé, elle peut exister, mais seulement voilà, sous le contrôle de la censure, sous le contrôle des grands critiques aussi littéraires russes. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment avec Gogol que les représentants, disons, littéraires de l'Empire russe ont peu peur de cette création de littérature ukrainienne. Et c'est là où ils se sont dit oh non, Gogol, oh non, on va bien essayer de montrer, de prouver qu'il est russe et surtout pas ukrainien. Et c'est dans les textes de Gogol qu'on avait retrouvé quelque part cette note humoristique en disant que l'ukrainien n'est qu'en dialecte, voilà. Et c'est là où le grand débat, disons, sur
la littérature ukrainienne est née. Et c'est là aussi que l'Empire russe, le gouvernement russe a compris que, quelque part, il faut se méfier des Ukrainiens parce qu'ils sont malgré tout doués et ils ont une identité culturelle, pas seulement nationale, très très forte. Ils sont très très attachés à leurs mœurs, à leur culture. C'est vrai, ils sont différents des Russes, même si bien sûr on reste quand même quelque part proche. On ne peut pas dire que la Russie est très très loin. Malgré tout, il y a eu toujours des échanges, des métissages, des contacts. Mais c'est là que la Russie a compris qu'il ne fallait pas seulement fermer la fenêtre que Pierre le Grand avait ouverte sur l'Europe, qu'il fallait la refermer, mais aussi faire attention avec l'Ukraine. Que l'Ukraine est dangereuse parce que la pensée littéraire européenne passait très aisément en Ukraine et que les Ukrainiens finalement très très attachés à ces valeurs démocratiques, avaient plus tendance à s'ouvrir vers la culture européenne qu'à la culture russe. Et tout ce débat qui se crée au XIXe siècle, il est très passionnant. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il va continuer au XXe siècle et il perdure aujourd'hui. Et il a même pris une tournure très très violente et très décisif. Et donc, Taras Shevchenko, on ne va pas évoquer tous les auteurs ukrainiens vraiment qui ont énormément écrit et aussi énormément souffert, d'où cette idée aussi de martyr, de souffrance qui est très très présente dans la tradition littéraire ukrainienne. En fait, elle va ressortir dans l'œuvre des dissidents ukrainiens, des hommes de lettres, des intellectuels des années 60, de ceux dont les parents ont souvent vécu lors de la famine des années 30, qui sont souvent décédés, qui ont vu ce que c'était que les vraies répressions. Et c'est aussi les témoins de la génération de la Renaissance exécutée, de tous ces écrivains, des hommes de théâtre, de cinéma qui ont créé dans les années 30 et qui ont été massivement fusillés pour que justement la culture ukrainienne ne puisse pas fleurir et justement avoir une puissance et une importance, justement parce qu'elle pouvait être dangereuse aussi pour la Russie, non seulement par son côté national ou patriotique ou bourgeois, selon les termes de propagande de l'époque, mais aussi parce qu'elle pouvait être plus puissante et plus intéressante quelque part que la culture russe, qui n'est peut-être pas possible. Voilà, donc une fois que tous ces gens étaient fusillés, donc le gouvernement russe se disait bien que ça pouvait se terminer là et qu'on allait arrêter avec l'Ukraine. La famine était aussi, on peut le lire dans la correspondance de Staline, Staline voulait en finir avec l'Ukraine. Et voilà, et tout ça aussi, ça c'est complètement disparu du discours français. Quand je travaille également par exemple, sur les voyageurs français qui ont fait leur voyage en URSS dans les années 30, l'Ukraine, on ne connaît pas. La famine, ah non, tout le monde mange bien, tout va bien. Il y a 2 journalistes américains qui ont évoqué la famine, alors on les a traités de fascistes et de nationalistes. Et moi, je sais très bien ce que c'est. Moi-même, en Ukraine, je peux vous dire que quand j'allais à l'école, je ne pouvais pas parler l'ukrainien. Parce que chez moi, on parlait ukrainien et russe. Et tous mes camarades parlaient russe parce que c'était pas assez prestigieux, c'était pas noble de parler ukrainien. Et du coup, tout le monde avait honte de cette langue. Et vivre avec cette honte, c'est très difficile. Parce que finalement, quand on dit aujourd'hui que la moitié de l'Ukraine parle l'ukrainien et l'autre en russe, mais pourquoi ils parlent russe? Parce qu'ils ont quelque part honte d'être ce qu'ils sont. Et ça, c'est très difficile de comprendre. Donc cette question aussi collective du bilinguisme et de culpabilité d'être ce qu'on est très très difficile. Et elle est aussi quelque part une des raisons de cette affreuse guerre, de ce affreux conflit, de ces destins parfois déchirés, de ces gens qui ont toujours, par exemple, envie de rester russes tout en vivant en Ukraine, mais sans comprendre pourquoi. Voilà.
Et donc, cette façon aussi de toujours dire que les Ukrainiens sont une minorité qui sont destinés à vivre dans la périphérie, que leur langue, c'est une langue de paysans. Voilà, j'ai vécu ça, même si j'ai fait mes études à Kiev, et progressivement, quand j'étais à l'université, petit à petit, je voyais les gens s'intéresser à la littérature ukrainienne, oser parler l'ukrainien, c'était très étonnant, et c'est devenu un peu à la mode, avec la révolution de Orange notamment. Et il faut dire que les Ukrainiens lisent énormément la littérature la littérature contemporaine. Et Lina Kostenko, que j'évoque dans l'article et dont j'ai co-traduit le roman, elle a 100 000 lecteurs en Ukraine, elle a des millions de fans sur Facebook. C'est quelqu'un qui est constamment cité. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le témoin de l'Ukraine, disons de la deuxième partie du XXe siècle. Et on peut dire que 2 ou 3 générations d'Ukrainiens ont grandi avec sa poésie. Et je trouve ça vraiment admirable, et je suis vraiment très fière de me dire que l'Ukraine est encore un pays si littéraire, parce que la France parfois oublie un peu son appartenance, et là, enfin aussi elle oublie quelle tradition immense, littéraire et magnifique elle a. Et donc, Lina Kostenko, son papa était un simple enseignant à l'école. Il a vécu de terribles répressions. Voilà, parce qu'il était enseignant d'ukrainien, de différentes matières. Et quand on vit dans ces conditions-là, on se dit notre rôle, notre devoir, je pense que c'est ce que s'est dit aussi Lina, est d'écrire et par cette parole se battre pour la vérité. Et c'était un peu l'idée de tous les poètes dissidents qui soit étaient emprisonnés, soit malheureusement ont dû mourir en prison. C'était, même s'ils étaient en prison, envoyés dans le goulag ou en Sibérie, ils continuaient à retrouver toutes leurs forces pour se battre, non seulement pour l'identité, disons, ukrainienne, mais pour les droits de l'homme. Et je vous dis, s'il vous plaît, si vous avez vraiment une question, vous ne comprenez pas quelle est la différence entre les Ukrainiens et les Russes, malheureusement, c'est la notion des droits de l'homme. En Russie, souvent, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est pas une notion pertinente. Tandis que dans la tradition ukrainienne, l'être humain, c'est pas juste quelqu'un qui va travailler à l'usine. Enfin, c'est quelqu'un qui mérite de vivre, de penser et de choisir. Et le poète ukrainien, selon Lina Kostenko, c'est quelqu'un qui lutte avec la parole pour la vérité, et qui lutte aussi pour l'avenir de l'homme et de l'humanité. Et je pense que cette tradition aussi quelque part humaniste européenne, elle a réussi à la transmettre et à véhiculer aussi en Ukraine. Voilà. La question de la défense de la culture russe qui a été avancée par beaucoup de Russes, comment ça, mais la culture, elle n'y est pour rien, mais la culture, elle a toujours été progressiste, etc. Eh bien, on a commencé à regarder un peu en profondeur, et il s'est avéré que la culture russe, et même la langue russe, sont aussi des émanations, en quelque sorte, je ne dis pas tout, pas chaque œuvre, pas chaque écrivain, mais d'une pensée impériale. Vous savez, moi-même, j'ai fait quand même mes études à Moscou, et je me souviens que j'allais à l'école, sur le mur de notre classe, en primaire, il y avait un panneau avec le portrait de Tourgueniev et sa fameuse phrase que j'ai maintenant oubliée, ou peut-être c'est mon inconscient qui l'a repoussée, qu'il faut étudier et aimer, je dis en russe et je vais vous traduire, Veliki и могучий русский язык.
la langue russe grande et puissante. Et personne ne se posait la question, mais pourquoi la langue russe est-elle grande et puissante, plus que n'importe quelle autre langue, que ce soit l'ukrainien, estonien, finlandais ou toute autre langue. Chaque langue a ses capacités d'expression et la langue russe, qui en tant que langue littéraire est très tardive, hein, parce que les premiers pas ont été faits par Lomonosov, qui a inventé plein de mots calqués de l'allemand, genre paravos, après sur le même modèle samalot, etc. Qui a été, on peut dire, codifié par Pouchkine. Mais Pouchkine, c'est quand même 19e siècle, ce n'est pas une tradition qui remonte à l'Empire romain ou à la Russe de Kiev. Et ici, présente Eva Berard, elle a écrit un très bon papier dans Desk Russie sur justement cette idée impériale que se fait la littérature russe. En fait, la littérature russe et la langue russe sont grandes et puissantes parce qu'elles s'adossent à l'Empire. Et quand vous commencez à creuser, vous voyez que Pouchkine, qui était contre le tsar, on sait, il a été ami des décembristes, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire un poème extrêmement virulente au moment de la première révolte polonaise de 1831-32. Quelqu'un comme Brodsky détestait le régime soviétique. Il est parti en exil, il a eu son prix Nobel, il a enseigné donc aux États-Unis. C'est un très grand nom internationalement reconnu, mais ça ne l'a pas empêché et c'est sorti au grand jour à l'occasion de toutes ces discussions sur la place de la culture russe. Parce qu'on s'est rappelé subitement qu'en 1991, à l'occasion de l'indépendance de l'Ukraine, Brodsky, depuis déjà presque 20 ans, vivait aux États-Unis et il écrit un poème que je trouve personnellement, même on peut dire, obscène, parce qu'il y parle de façon incroyablement méprisante des Ukrainiens, parce que, voilà, ils ont préféré l'indépendance, et donc qu'ils aillent au diable, que les Polonais les violent, enfin, c'est une horreur, vous pouvez trouver sur Internet, mais je ne veux pas citer trop, et ça se termine de façon très caractéristique par la phrase suivante. Et pourtant, au moment quand la mort donc s'approche, ces Ukrainiens qui l'appellent aussi par un nom méprisant Khachly, en grattant leur sale matelas, ils vont citer Alexandre, Pouchkine bien sûr, et non les conneries de Taras. Vous voyez, donc il y a quelque chose dans quoi, moi compris, nous étions tous élevés, c'est-à-dire l'idée que oui, on a peut-être un régime qui n'est pas le meilleur du monde, mais on a une grande littérature, on a la grande musique, on a le grand ballet, et donc, en quelque sorte, nous sommes supérieurs. À ce jour, et je m'arrête là, à ce jour, j'ai un ami à Moscou, un monsieur qui est âgé, on se connaît depuis l'âge de 18 ou 19 ans, et je l'appelle il y a quelque temps. Il est donc juif et sa femme était juive et leur fille unique donc a droit de partir en Israël quand elle veut. Et ce sont des gens qui sont entièrement contre le régime et tout. Et donc je lui parle et je dis, mais quand est-ce que ta fille et sa famille vont partir ?
parce que pour moi, c'était évident que vous ne pouvez pas vivre, comme a dit un bon philosophe politique, Sergei Medvedev, avec le goût de sang dans la bouche. Et donc, je lui demande, mais quand est-ce qu'ils vont partir? Il dit, ah, mais tu sais, c'est pas si simple. En fait, tu sais, la seule possibilité, c'est de partir en Israël. Mais donc la petite qui a 15 ans maintenant, elle étudie dans une très bonne école à Moscou, mais elle n'ira quand même pas dans une école israélienne. Vous voyez? Parce que Israël, c'est un petit État, et cette langue, Dieu sait quoi, alors qu'elle est dans une école moscovite. Et tout le reste pâlit devant ça. J'ai trouvé ça, je suis restée bouche bée. Je pense que je ne veux plus l'appeler parce que ça m'a très énervée. Mais vous en trouverez des exemples par milliers, parce que c'est un paradigme qui est absorbé pratiquement avec le lait maternel et c'est un regard dont il est très difficile de se défaire. Je ne parle même pas de l'utilisation comme soft power de la culture russe. Je parle de la perception qui n'a rien de humble, je dirais. Bon, écoutez, je vois que les micros sont là. Tout est installé. Et je voudrais aussi peut-être préfacer en quelque sorte la parole donnée à Clarisse Brossard. Je dois dire que c'est quelqu'un que je vois maintenant la deuxième fois dans ma vie, mais qui a proposé ses services de traductrice bénévole pour Desk Russie, qui a traduit plusieurs articles de l'ukrainien, de russe et de l'anglais, et qui s'occupe d'un domaine pas très connu non plus en France, à savoir de la culture juive, culture yiddish très précisément. Et donc, je vais juste dire qu'il y a on peut dire philosophe et intellectuel ukrainien qui s'appelle Taras Wozniak, peut-être vous connaissez le nom. Donc Taras Wozniak, qui est actuellement, je pense qu'il est directeur de tous les musées d'État à Lviv, et il est aussi éditeur de la revue intellectuelle qui s'appelle Yi, ou Yi, hein? Comment? Yi, hein? Voilà. Et donc, il a écrit un texte il y a quelques années, il a beaucoup promu cette idée, c'est que l'Ukraine, à cause de son histoire du XXe siècle tragique, ce n'est pas pour rien que Timothy Snyder appelle l'Ukraine terre de sang. Il y a beaucoup de traditions culturelles qui ont été perdues. En Galicie notamment, où il y avait plusieurs minorités, il y avait une minorité juive très importante, mais il y avait aussi des Polonais, des représentants d'autres langues et cultures. Et tout cela a disparu. Et donc, en quelque sorte, dit Taras Wozniak, c'est maintenant le devoir des Ukrainiens de soutenir, de creuser, de publier, de ne pas oublier ces traditions qui ont existé en Ukraine. Et donc, ce que fait Clarisse, ça appartient à ce type de travail. D'ailleurs, elle a un parcours tout à fait intéressant et si elle veut, elle en parlera elle-même fort. Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, ça marche. En fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Galia Ackerman, je vais raconter ma propre histoire personnelle de connaissance de l'Ukraine et de méconnaissance de l'Ukraine. Et je pense que je suis un très bon exemple de ce que c'est que la méconnaissance de l'Ukraine aussi. Moi, je suis née en France, française, sans famille ni de Russie ni d'Ukraine.
j'ai commencé à apprendre le russe au collège, comme langue impériale, grande, magnifique, de la littérature, etc. J'ai continué ensuite à l'université, ça m'a passionnée pour la littérature, toujours les mêmes raisons. Et ensuite, j'ai fait un parcours long d'études de russe, puisque j'ai poussé jusqu'à l'agrégation. Et jamais, au cours de cette formation, on ne m'a parlé ni de l'Ukraine, de son indépendance, des périodes dont on parle. La période que Yaroslav Lebedinsky a évoquée, à savoir la première indépendance de l'État ukrainien entre 1917 et 1920, est abordée du point de vue des études russes comme la guerre civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs ukrainiens dans le jeu. Il y a des blancs face à des rouges, et au milieu, rien. Donc c'est bien une guerre civile, puisque ça se passe entre des Russes et des Russes. Et donc c'est la formation que moi j'ai reçue. J'ai jamais entendu parler d'un juif, d'une question juive, de juifs dans l'Empire russe. Je suis tombée sur l'information absolument par hasard. Et je suis allée comme ça jusqu'à l'agrégation. J'ai vécu un peu en Russie. J'ai fait mes propres expériences là-bas par rapport à un régime que j'ai assez vite considéré comme pas le mien. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu aller voir ailleurs, dans des pays limitrophes, pour des raisons politiques. Donc, je me suis intéressée aux pays qui s'étaient battus pour leur liberté ou qui s'étaient libérés d'une manière ou d'une autre de cette emprise soviétique. Je me suis intéressée à la Géorgie et à l'Ukraine. Et ensuite, une occasion s'est présentée dans ma vie pour aller travailler en Ukraine. Et donc, quand je suis arrivée en Ukraine pour la première fois et que j'ai travaillé ensuite 2 années, je ne savais rien, en fait. C'est-à-dire que je parlais la langue que les gens comprenaient. J'avais étudié la littérature russe. Je pensais connaître l'histoire de la zone parce que c'est la zone. Donc vraiment, je suis un parfait exemple de lavage de cerveau, d'ignorance. Ouais, d'ignorance. Et je dois dire que progressivement, j'ai commencé à comprendre. Ça n'a pas été très rapide, mais c'est venu. Et pour revenir à la question juive, parce qu'en fait, moi, je pars de la Russie, je m'intéresse aux Juifs et ensuite je reviens sur l'Ukraine. Et donc, la question des Juifs en Ukraine, elle s'est posée de manière assez instinctive là-bas pour moi. Il se trouve que j'habitais près d'une rue qui s'appelle Boulevard na Kudryavska. Et il se trouve que je sentais quelque chose de très bizarre dans cette rue, comme s'il y avait des absents, comme si c'était une rue, comme s'il y avait quelque chose qui manquait dans cet endroit-là, comme des fantômes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur cette rue. C'est bizarre, hein, vraiment. Et je m'intéressais en particulier à des barres d'immeubles absolument infectes qui avaient été construites à un endroit précis. Et bingo, quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que c'est l'endroit précis où se trouvait le grand marché juif, le Yevbaz, et que tout le quartier était un quartier juif, et que, en fait, j'habitais littéralement dans un endroit qui avait été très, très différent avant. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à lire des choses. Alors, est-ce que c'est parce que je savais qu'il y avait une présence juive très, très importante? J'avais lu le livre des pogroms, je m'étais intéressée à toutes ces questions bien documentées dont a parlé Yaroslav Lebedinsky. J'avais lu le livre noir, donc je savais ça. Est-ce que c'était ce que je savais ou ce que je sentais qui m'a poussée sur cette piste? En tout cas, je sentais cette grande absence et ça me semblait être presque le maillon manquant de l'histoire ukrainienne à l'époque. Je suis rentrée en France, j'ai commencé à lire. J'ai pris le temps enfin de comprendre où j'avais été. J'ai lu des livres d'historiens ukrainiens, j'ai lu des livres sur le monde juif. J'ai moi-même découvert que j'avais des racines juives. Donc, ceci aidant, j'ai commencé à apprendre le yiddish en me disant que ça me mettrait sur le bon chemin. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans la maison de la culture yiddish à Paris. Et de fil en aiguille, j'ai eu dans les mains des livres édités à Kiev en 1917, 18, 19, 20. Et il y avait marqué Kulturliga dessus. Et Kulturliga, c'est le nom de la Ligue de la culture qui a été une sorte d'association politique et culturelle qui a presque fait office de ministère des Affaires juives au moment de l'indépendance de l'Ukraine, entre donc 17 et 20, mais en fait, la Kulturliga a existé entre 18 et 20 et a été démantelée par les soviétiques. Il n'en est resté que le nom, une coquille vide, finalement. Et donc, je découvre ça, je me dis, mais alors, c'était vraiment... Il y avait des choses incroyables à Kiev, en fait, qui se passaient. J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que oui, qu'en fait, la Kulturliga, c'était le fleuron de l'avant-garde juive de l'époque, que ça s'était passé à Kiev, que ça s'était passé à un moment d'indépendance. J'ai creusé, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui avait rendu possible ce florissement,
c'était en fait l'indépendance de l'État ukrainien, ce dont on ne m'avait jamais parlé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre tout ce que je ne savais pas. Et j'ai aussi commencé à comprendre tous les mensonges qu'on m'avait inculqués aussi. Parce qu'il y a ne pas savoir et savoir des mensonges. C'est pas exactement la même chose. Et maintenant que je commence à travailler, alors Galia Ackerman a écrit que j'étais spécialiste de la question. En fait, je travaille dessus depuis 1 an, donc je me sens toute petite dans ce panel. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question. C'est un travail qui est en cours. Et maintenant que j'ai donc bien défriché le sujet, je me rends compte en fait que cette question des interactions en fait des élites culturelles juives et des élites culturelles ukrainiennes à un moment majeur pour le destin politique de l'Ukraine et pour le destin culturel des Juifs n'a pas été étudiée. Et j'y réfléchis aux causes. Là, je vous parle d'hypothèses qui sont les miennes. Je pense que d'une part, du côté des études juives, il y a une réticence profondément ancrée à considérer l'Ukraine comme un sujet. Je pense que ça vient aussi de l'historiographie soviétique. Je pense que c'est une sorte de résurgence de cette historiographie soviétique. Et il y a, côté ukrainien, peu de travaux qui s'intéressent à la dimension juive de cette histoire-là. Et donc, recoller tous ces morceaux, c'est un travail titanesque, mais c'est l'ambition que je me fixe très modestement. Ça va me prendre peut-être 15 ans et peut-être que je vais jamais y arriver. Mais en tout cas, l'idée, c'est de décrire enfin l'histoire socio-culturelle de cette période, qui a une importance pour aujourd'hui, non seulement pour les Juifs, pour les Ukrainiens dans la constitution de leur État, et qui explique aussi des choses qui paraissent comme ça un peu étranges, vues de l'extérieur quand on n'y connaît rien, à savoir comment ça se fait que ces Juifs ukrainiens actuellement se sentent si solidaires de leur pays, ont aussi peu de réticence à être complètement patriotes. Parce que si tout d'un coup le mythe du cosaque pogromiste qui représenterait tous les Ukrainiens était juste, c'est un mythe qui a été colporté par l'historiographie soviétique et qui malheureusement existe encore aujourd'hui, dans ce cas-là, tous ces Juifs devraient se désolidariser de leur État. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, ça veut dire qu'en dessous, il y a des solidarités différentes et je pense qu'elles restent à être creusées. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que Kultur League, mais c'est vraiment intéressant. Donc, je vous conseille d'aller regarder les artistes, les écrivains qui ont fait partie de cette association. Ben, merci beaucoup, Clarisse. Et maintenant, donc, last but not least, c'est Lubomir Osejko, qui est un historien du cinéma ukrainien. C'est à sa plume qu'appartient le grand livre donc, sur le cinéma ukrainien. Je pense que c'est le seul ouvrage qui existe en français. Et dans le monde. En Ukraine, il existe. Il a été traduit du français vers l'ukrainien 5 ans après l'édition française. Voilà, et donc Lubomir a écrit pour ce recueil que nous essayons, donc, dont nous parlons ici, un texte sur le grand cinéaste ukrainien Alexandre Dovzhenko. Et il a aussi donc participé à ce livre, à cet ouvrage Tchernobyl, vivre, penser, figurer. Voilà, Tchernobyl, défi du quotidien, les caméramens de l'extrême, parce que, comme vous savez, au début après la catastrophe de Tchernobyl, il y a eu plusieurs caméramans et réalisateurs, essentiellement le cinéma documentaire, qui ont vraiment filmé là où il valait mieux ne pas se trouver, et dont certains parmi eux ont payé de leur vie. Donc voilà, Lubomir, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité. Donc je suis le premier historien à avoir pondu une histoire du cinéma ukrainien qui allait de 1896, un an après la découverte du cinématographe Lumière, jusqu'en 1995, c'est-à-dire le centenaire du cinéma. Le livre est paru en 2001, à l'occasion du festival de Die, qui était consacré à l'époque à l'Ukraine. Et il a été traduit en 2005 aux éditions Kinokowo
de Kiev, et dans le cadre de cet organisme qui s'appelait Skovoroda, me semble-t-il. Et voilà. Et depuis, j'ai enseigné un peu l'histoire du cinéma ukrainien dans une école à Kiev. Et à partir de là, on me dit qu'aujourd'hui, cette histoire sert vraiment de manuel à toutes les écoles de cinéma en Ukraine, et pas que d'Ukraine, il paraît que même en Russie, puisque les Russes se sont intéressés. À cette occasion, je me suis intéressé aussi à l'affiche du cinéma ukrainien, quelque chose qui était même pas dans le vent. Et comme je suis collectionneur d'affiches de cinéma, eh bien, j'ai même découvert ici en France des affiches du cinéma ukrainien des années 20. J'ai demandé au Centre national Alexandre Dovzhenko, qui est une sorte d'archive du film ukrainien et en même temps une cinémathèque, d'éditer un album. Et voilà, cet album est sorti en 2016. Et encore une fois, ça a été une première en Ukraine. Et actuellement, bien sûr, on s'est rendu compte que finalement, les Russes n'ont rien détruit, les Allemands n'ont rien détruit, et que beaucoup de gens ont collectionné. Et tout cela maintenant ressort de terre comme des fossiles. Et je suis très, très, très fier, français d'origine ukrainienne, d'accompagner mes collègues actuellement en Ukraine dans la recherche du cinéma des années 20. C'est-à-dire qu'actuellement, je travaille sur l'avant-garde ukrainienne des années 20, une période qui est pratiquement inconnue. Pourquoi ? Parce que, comme Langlois le disait, nous n'avons retrouvé qu'à peu près 15% des films muets. Et après 10 années de recherche en Ukraine, la jeune génération ukrainienne, trentenaire, des quadragénaires, découvre petit à petit tous ces films qui ont été oubliés. Et en Ukraine, on a plus ou moins tourné 180 films de fiction, donc de long métrage, allant de 1922 à 1930. C'est-à-dire qu'en 1930, quand Staline décide d'arrêter, si vous voulez, cette émancipation du cinéma ukrainien, et que le son arrive, puisque le son a beaucoup fait de tort dans ces cinématographies d'Europe de l'Est, parce qu'on n'était pas autant préparés que les Occidentaux, surtout les Américains. Et donc, on travaillait au niveau du cinéma muet, comme on dit, encore que normalement on ne devrait pas parler de cinéma muet, mais de cinéma silencieux. On dit des films silencieux, c'est la grande mode aujourd'hui. Et on a retrouvé aujourd'hui plus de 110 films, dont une grande partie chez nos collègues moscovites, nos collègues qui aujourd'hui nous ignorent. Nous en avons retrouvé ici en France. Moi-même, j'ai retrouvé plusieurs films ici ukrainiens des années en France. On en a retrouvé au Japon, en Allemagne, au Danemark, en Turquie, en Autriche. Et tout notre travail de la décennie précédente consistait justement à regrouper tous ces films et à éditer donc, des catalogues, à faire des rétrospectives et à surtout restaurer digitalement parlant. Aujourd'hui, c'est très facile parce qu'à l'époque, on restaurait photogramme par photogramme. C'est un travail faramineux. Et aujourd'hui, on peut restaurer un long métrage en une vingtaine de jours. Et je me suis occupé, bien sûr, non simplement de la restauration mémorielle de ces films, mais aussi dans ma propre recherche que j'ai faite au niveau des éditions ici en France, de la presse cinématographique française, qui était très très forte à l'époque. J'ai recensé à peu près une bonne vingtaine donc, de revues cinématographiques des années 20 qui parlaient du cinéma ukrainien. Alors, la Cinémathèque française, par exemple, possède un film qui s'appelle Tarastriaselo, l'un des premiers, Yaroslav, l'un des premiers hetman de l'Ukraine. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est vraiment ukrainien. Certains disent qu'il serait d'origine turque, qui est devenu orthodoxe après, mais enfin bon, ça c'est une thèse qui a été mal soutenue. Néanmoins, on l'a retrouvé, et je l'ai présenté il y a quelques années de cela, à l'insu, bien sûr, de la diaspora ukrainienne qui n'est pas très très intéressée par le cinéma muet ukrainien. Et donc nous avons programmé ce film, qui déjà à l'époque
a intéressé un certain nombre de Français, puisque la diffusion de ce film a été vraiment hexagonale. Donc nous étions à peu près en 1928. Et curieusement, à cette époque, l'ancien Premier ministre de la République ukrainienne de l'époque, Volodymyr Vinnytchenko, qui était en exil ici à Paris, va voir le représentant de la VUVKU. Qu'est-ce que c'est que la VUVKU? C'est la Direction générale de la photocinématographie ukrainienne, qui à l'époque a des relations avec la cinématographie française. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ces cosaques qui ressemblent à des cow-boys échevelés, qui dansent le repas, qui ne savent même pas tirer de la carabine? Et en fin de compte, il n'avait pas tellement tort, Volodymyr Vinnytchenko. Simplement, il avait vu que la première partie de ce film, car ce film est un des plus grands films ukrainiens, disons dans le même registre que Zvenehora de Alexandre Dovzhenko, qui paraît à la même époque. Je peux faire une parenthèse. Donc moi, pas dans mon article, je considère cet article comme un essai sur Zvenehora. Pourquoi? Parce que nous ressentons aujourd'hui une nouvelle énième renaissance de la culture ukrainienne. Et la culture ukrainienne, au début du XXe siècle, s'est exprimée justement par le cinéma, parallèlement au théâtre, parallèlement à la musique et à la littérature. Tous les plus grands écrivains de l'époque de l'avant-garde ukrainienne étaient des scénaristes ukrainiens. Ils pondaient au moins 1 à 5 scénarios et participaient de facto donc à cette résurgence de la cinématographie qu'on appelait à l'époque donc l'avant-garde ukrainienne. Donc je ne vais pas m'arrêter sur Alexandre Dovzhenko, que vous connaissez bien sûr, puisque c'est le seul cinéaste ukrainien de l'époque qui a été vraiment magnifié ici en France. Personnellement, moi je ne le magnifie plus, parce que j'ai découvert des choses qui m'ont fait beaucoup mal. Ça a été un traître à la nation ukrainienne, déjà dès son premier film, Vassia Reformator, et Zvenehora, où lui, l'ancien pétluriste, rejette Petlura. Et d'ailleurs, on n'en parle pas. Il dit, tiens, voilà, il y a Petlura que l'on voit là-bas, qui apparaît lors du congrès, du premier congrès des travailleurs, je ne sais plus trop comment, à l'époque, qui s'est tenu à Kiev. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de Petlura à l'écran. Donc, il y a eu cette censure, auto-censure. Et on ne reverra que la figure de Petlura dans un autre film qui a été tourné en 1939, qui parle de Szczors, ce grand général qui était anti-pétluriste et qui a fait beaucoup de mal justement aux armées ukrainiennes. Et donc là, on le voit jouer. Donc Dovzhenko va réapparaître, je pense, dans les années à venir, autant chez moi que chez mes collègues ukrainiens, comme une personne qui aura été revisitée à travers ses films, mais aussi par sa biographie et autobiographie, qui doit être quelque part cachée, planquée donc dans les archives moscovites. Et je prépare un livre sur la bolchévite. Alexandre Dovzhenko, comme le livre va s'appeler... comment vous dire, je n'ai pas envie de pécher, mais la Joconde au tournesol. Puisque dans le film Zemla, nous avons cette belle jeune fille qui apparaît de temps à autre et dont un de mes amis a réussi à la retrouver 50 ans après. Et il a eu la chance de la retrouver parce qu'elle a été l'une des seules qui a survécu au Holodomor. Et donc le livre, quand il va paraître, on aura bien sûr au départ cette jeune fille qui s'appelle Mania Matyutia. Elle sera en première couverture et en quatrième couverture quand elle aura 78 ans. Donc elle est décédée très très peu après. Et je pense que dans les mois à venir, il y aura peut-être même un article qui va paraître dans les cahiers du cinéma. Donc moi, je me suis attelé de nouveau à cette période des années 20 qu'on ne connaît pas du tout.
Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans les années 2007 jusqu'à 2013, j'ai dirigé ici à Paris donc le Ciné-Club ukrainien, l'espace culturel et d'information de l'ambassade d'Ukraine. Et nous avons passé beaucoup de films, donc bien sûr la plupart étaient des films du temps de l'Union soviétique, mais aussi les films restaurés, avec beaucoup d'invités, pas qu'ukrainiens venant d'Ukraine, mais aussi des Français qui s'y connaissaient, parce que moi je n'aime pas du tout l'Ukraine, le terme de Ukraine, terra incognita. Moi je refuse, je suis l'un des rares ici parmi les Ukrainiens à refuser ce terme de terra incognita. C'est vrai que les Français ne connaissent pas tellement le cinéma ukrainien, mais je ne crois pas qu'ils connaissent mieux le cinéma bolivien ou chilien. C'est sûr. Donc, il y a eu une époque, dans les années 20 et 30, où les Français allaient au cinéma et voyaient donc des films ukrainiens. Parmi eux, eh bien, on a parlé de Dziga Vertov. Ben oui, mais Dziga Vertov, il a travaillé pendant 3 ans en Ukraine, alors qu'il avait été chassé de Moscou, parce qu'il n'a pas été compris par la cinématographie russe, et donc il a travaillé pour la Direction générale cinématographique ukrainienne à l'élaboration de 3 films, donc, qui nous montrent comment cette Ukraine est en train donc d'émerger industriellement. Donc il a fait 3 films, et dont le plus célèbre, naturellement, c'est L'homme à la caméra. Alors en Ukraine, bien sûr, tout le monde dit, mais vous voyez, on nous dit que c'est un film russe. Ils n'ont pas tellement tort, parce que la première partie de L'homme à la caméra, elle a été tournée à Moscou même. Et ce n'est qu'une fois que Dziga Vertov, ayant intégré la cinématographie ukrainienne, qui part à Odessa, et c'est là qu'il montre des images extraordinaires, donc de ce film, qui est l'un des rares à être cité donc dans des catalogues comme faisant partie d'un film de fiction, comme film de fiction, ce qui est tout à fait inexact puisque c'est un documentaire. Donc moi je ne voulais pas parler effectivement de cet essai. Pourquoi ? Parce que Dovzhenko est à réétudier, à réécrire, on l'a complètement restauré. La Cinémathèque française possède pratiquement la totalité donc de la filmographie en 35 mm d'Alexandre Dovzhenko, et je mets aussi en lumière non simplement Alexandre Dovzhenko, mais aussi Leonid Mogilevski, qui s'est retrouvé ici en France en même temps que Dovzhenko lui-même a été l'instigateur des actualités ukrainiennes. Il est arrivé ici en France en 1928, janvier 1929, alors que Dovzhenko arrive un an après, et déjà à l'époque, Leonid Moguy est connu en France. Pourquoi ? Parce que c'est un des plus grands monteurs de cinéma, de films, et il est considéré en 1930 et 1935 comme le chirurgien de la cinématographie française. Alors qu'un de ses collègues, qui s'appelait Eugène Dessler, dont je suis aussi spécialiste puisque je possède donc ses archives, lui a été considéré comme l'as du montage entre 1930 et 1935 dans la cinématographie française. Donc actuellement, mon travail, c'est plutôt laisser l'Ukraine, laisser les jeunes chercheurs travailler sur place et de m'occuper de cette cinématographie que j'ai complètement oubliée. Et j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à ne pas croire à l'existence d'archives cinématographiques ukrainiennes ici en France, mais pas qu'à la Cinémathèque française, on en retrouve un peu partout dans les cinémathèques régionales, et actuellement je fais le tour de l'Hexagone, et ça va disons, d'un entrefilet à un long article qui est complètement occulté, à tel point que Madame Larissa Bluchovecka de Kiev m'a demandé donc d'éditer un livre sur les années 20 en Ukraine et en France. Et donc le livre est sorti il y a 2 ans de cela, où il y a la partie ukrainienne et la partie française. Et donc là-bas, je cite les plus grands auteurs de l'époque, donc les historiens et surtout les critiques de l'époque qui se disent « bon, c'est le cinéma ukrainien, c'est très bien,
mais que viennent-ils faire ici? C'est nous qui avons tout inventé. C'est quoi Dziga Vertov? Il s'amuse avec sa caméra, la tournoyer, on a tout inventé. Je veux dire, Méliès a été le premier. Et néanmoins, il y a d'autres articles qui étaient plus dithyrambiques, mais vus plutôt du côté de Léon Moussinac, donc, qui a fait un grand voyage en Ukraine et qui a fait beaucoup de propagande pour la cinématographie ukrainienne soviétique ici en France, puisqu'il a créé des ciné-clubs, et dans ces ciné-clubs, c'est grâce à ces ciné-clubs qu'on a vu les premiers films ukrainiens muets arrivant d'Ukraine. Donc mon parcours, j'espère, ne s'arrêtera pas là, parce qu'il y a encore d'autres choses que j'aimerais faire et éditer, notamment donc, sur certains Ukrainiens qui ont travaillé ici, non simplement de la compagnie Albatros de Montreuil, mais aussi donc, qui portent des noms français, mais d'origine ukrainienne, et bien sûr les actrices ukrainiennes. Il y a eu plusieurs actrices françaises portant des noms ukrainiens. Je viens d'en découvrir une tout récemment, Tamara Stezenko. Et oui, bien sûr, elle a tourné dans les films français dans les années 30. On les a complètement oubliés. Bon, c'est très facile de retrouver des noms ukrainiens qui se terminent par ko. Il y en a toute une pelletée. Voilà. Donc, le cinéma ukrainien, c'est quelque chose, c'est une passerelle, justement. Hein, on est vraiment en liaison. Vous parlez tout à l'heure de Lina Kostenko. Lina Kostenko, ça fait 30 ans qu'elle essaie de monter un film sur la catastrophe de Tchernobyl. Elle n'y arrive pas. Il paraît que c'est très difficile de travailler avec elle. Est-ce vrai? Elle est très exigeante. Elle est très exigeante. Je la connais depuis longtemps. Voilà. Et pourtant, l'argent y est. Hein. On dit que, attention, le cinéma ukrainien, actuellement, c'est un cinéma qui était moribond. Il est en perfusion. C'est un cinéma de guerre aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Dès qu'il y a une guerre, bien sûr, le ministère de la Guerre demande un renforcement donc d'un budget alloué spécialement donc, pour le cinéma. Et ça, on l'a vu même en Ukraine pendant la Première Guerre mondiale, alors que vraiment le cinéma national n'existait pas. Mais il y avait des petits ateliers que dirigeaient donc des photographes ukrainiens, notamment à Dnipro, Katerinoslav, Kharkiv, et qui faisaient des films de fiction de 5 à 10 minutes et qui nous montraient des infirmières qui étaient au lit des mourants, on voyait des canonnades et tout. Et donc, on mobilisait justement tous ces photographes à l'époque pour cet effort de guerre. L'Ukraine a fourni un grand effort pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le cinéma ukrainien, partant de 1941 à 1947, hein, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, était exclusivement axé sur les pétarades des canons, on tire dessus, les films d'espionnage, et le plus grand film, le plus connu, c'est L'Arc-en-Ciel j'ai un trou. Allez, aidez-moi. C'est un grand cinéaste. Bon, il est né à Novozeriuka et il a travaillé la plupart de sa carrière en Russie, mais par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé donc pour le cinéma ukrainien. Ça va me revenir. Le cheval qui pleure, c'est qui? Je sais pas. Narzorin Zadol, ce sont des films qui ont... c'est pas Léonid Loukov, mais ça va me revenir dans une autre forme de discussion. Et pour terminer, je voudrais encore dire une chose à propos de ce cinéma de guerre que nous rencontrons aujourd'hui. Actuellement, il y a un film qui passe à Paris, je passe dans 2 salles. Pamphire, quelque chose. Alors, Pamphire, c'est autre chose. C'est Butterfly Vision. D'ailleurs, je suis contre ce genre de générique. Pourquoi doit-on citer tout le temps en anglais? Je veux dire, il y a des films entiers, alors que les historiens, les critiques de cinéma français donnent déjà les titres en français. Alors, pour la bonne nouvelle, pas plus tard que samedi dernier, l'Union des critiques de cinéma d'Ukraine s'est réunie dans un bunker à Kiev pour voter pour le meilleur film de fiction ukrainien de 2022. Eh bien, croyez-moi que ce n'est pas un film de guerre. Et pourtant,
il y en a quelques-uns qui mériteraient. C'est Pamphile. C'est un film, je pense qu'il faudrait le voir, puisqu'en fin de compte, c'est l'Ukraine actuelle. Je veux dire, il vient de sortir, mais pas à Paris. Hein. Pas à Paris, mais bon, il tourne. Ouais. Voilà. Il y a un petit clin d'œil à Yuri Ilyenko au début du film de L'Oiseau blanc marqué de noir sur justement ces passeurs et contrebandiers. Voilà. Écoutez, je dois vous arrêter. Merci beaucoup. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que d'ici 5 minutes, nous sommes obligés de libérer la salle. Donc, je vous fais 2-3 annonces. Je pense que ça vous a mis un peu l'eau à la bouche parce qu'on voit à quel point il y a encore des choses à creuser, à connaître, même pour les chercheurs et bien sûr pour les lecteurs, spectateurs du cinéma, etc. Donc, ce livre que vous retrouverez à l'entrée, que vous pouvez acheter, donc le dernier numéro de la règle du jeu, c'est un pas en avant, mais ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est qu'il faut persévérer, c'est une culture qui mérite d'être connue. Maintenant, je voudrais vous annoncer que habituellement, on se réunit, comme vous savez, une fois par mois et généralement, il y a à peu près 3 ou 4 semaines entre les 2 réunions, mais exceptionnellement, nous sommes quand même tributaires de ce théâtre qui nous donne gracieusement cette salle. Et donc, la prochaine réunion, c'est dans 8 jours, le 3 novembre. Et là, on va vous présenter un ouvrage très différent que j'ai co-dirigé et qui s'appelle « Le livre noir de Vladimir Poutine ». Donc, je vous convie, ça ne va pas être comme aujourd'hui à 18h30, mais à 20h30. Et on aura une très bonne brochette d'auteurs. Maintenant, vous suivrez les annonces. Et aussi, maintenant, nous sommes encore une fois obligés de sortir de la salle. Mais je vous propose que, comme nos auteurs pourront signer un exemplaire que vous achèterez, si vous le souhaitez, donc nous allons rester dans les parages, comme on dit. Et s'il y a des questions qui vous trottent dans la tête, vous pourrez les poser directement aux intéressés. Maintenant, comme un petit cadeau pour les gens qui achèteront l'un des livres, j'offrirai à chacun un petit autocollant d'Odesque Russie. Voilà. Merci beaucoup.